Bonjour à tous, bienvenue sur le Calisthenics Science Podcast, épisode 57 pardon, en compagnie de Live Trainer. Bonjour Marco. Bonjour à vous deux. Et de bien sûr, de Morgane. Morgan Nutrition, Morgan Marado qui vous dit simplement de manger des fruits et légumes depuis désormais quelques mois, notamment avec des épisodes solo. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Marco il y a quelques temps et pour le soutenir, j'ai acheté son t-shirt de fameux Team Live Trainer et je l'ai reçu ce matin et donc ça tombait pile à pic pour le podcast. Même si j'avais prévu d'acheter, je crois que j'ai acheté le t-shirt avant qu'on prévoie le podcast, mais voilà. Bref, on va apprendre à connaître Marco aujourd'hui. Du coup, si tu peux te présenter directement pour rentrer dans le sujet. Ok. Du coup, moi, c'est Marco, j'ai 38 ans. J'habite à Nantes, je suis un breton, un pur breton. Euh, Ça se voit pas hein, que je suis fier d'être breton, j'espère. Et, euh, euh, et du coup, je suis coach, mais aussi athlète en streetlifting. Euh, J'anime également un podcast avec mon ami Victor sur le thème du streetlifting et de la force plus généralement. J'ai aussi un site qui s'appelle liftingfrance.fr où je vends mes prestations de coaching. Je suis aussi présent sur Instagram, Lift Trainer et YouTube aussi. Euh, voilà, j'ai fait le tour. Coach à distance uniquement en streetlifting, aussi en powerlifting. Donc, ton podcast, c'est bien Lift Talk, hein. C'est ça, Lift Talk. Ouais. Donc, je vais te tacler un petit peu, mais tu nous as un peu volé la vedette quand tu as lancé le podcast. C'était là, c'est le premier podcast de streetlifting, alors que nous, on était là il y a longtemps et on parlait de streetlifting. Mais bon, on était pas Moi, vraiment. nous sommes spécialistes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À force d'être généraliste, mais bon, vous avez vraiment bien fait ça, amené plein de bons sujets sur la table et tout. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos auditeurs du Calisthenics Science Podcast qui vous écoutent parce que je pense qu'en francophonie, on n'est pas beaucoup et donc vous êtes arrivés en envoyant vraiment du super travail et ça fait vraiment plaisir d'avoir eu l'occasion de vous écouter. Merci beaucoup. Donc voilà, peut-être qu'on va retrouver certaines informations de votre podcast qu'on va redire ici, mais ça va être intéressant de revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en tant que sportif et athlète dans le streetlifting et tes performances actuelles, voilà, te Ok. décrire un petit peu. Du coup, euh, moi, étant plus jeune, j'étais pas forcément attiré vers le sport. Je me rappelle de ma mère toujours à m'inscrire, tu sais, les sports que tu faisais au lycée, là. En fait, j'aimais vraiment pas le sport. Et puis, voilà, j'avais peu confiance en moi. Et puis, un jour, je me suis mis à la musculation. Pour la petite anecdote, ma mère était inscrite dans un club de gym, de fitness. Et au rez-de-chaussée, il y avait une salle de bodybuilding, mais vraiment typique, le truc un peu old school. Je parle de ça, ça remonte à il y a 30 ans, quoi, ou un peu moins. Et en fait, c'est en voyant ces physiques-là, ça m'a vachement intrigué. Et c'est un peu là où enfin, ça part de là, en fait, un peu la passion de la musculation au sens large. Et puis, du coup, ma mère m'avait payé à l'âge de 14 ans, 2 semaines. J'avais même pas le droit de faire du sport dans cette salle-là. Et puis, après, il y a eu des périodes comme ça, on-off, des fois même donné où je faisais pas de musculation. Et puis, à 16 ans, c'est là où je me suis inscrit dans ma première salle avec le lycée. J'en ai fait aussi par intermittence. Et en fait, c'est très, très tard où j'ai voulu vraiment m'investir plus sérieusement. C'était en 2013, 2014. Et très vite, en fait, je suis arrivé au constat que je manquais de méthodologie. Je savais pas trop où j'allais. Et donc, j'ai fait appel à cette époque-là à Rudy Koya, qui m'a coaché pendant 1 an. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille,
voilà, je faisais partie du club super physique et puis même à la fin, je faisais partie de la SP Team avec notamment Kylian Hagen et Rudy et puis 2 autres personnes. Voilà, donc ça, on va dire l'arc super physique après en 2019-2020, où justement je me retrouvais plus trop dans la musculation classique. J'étais un peu arrivé au bout aussi en termes d'objectifs physiques. Et du coup, même à côté de ça, Rudy avait développé le tableau de performance super physique et ça, c'était un truc qui m'animait énormément. Enfin, c'était une grande source de motivation pour moi et d'objectifs. Et puis donc, c'est naturellement que je me suis tourné un peu vers la force, faire un peu le powerlifting pendant quelques mois. Mais j'ai vite vu que ça allait être compliqué pour moi au vu de ma morphologie parce que je suis plutôt longiligne avec longs bras, longues jambes. Donc, voilà, c'était trop dangereux pour moi. Et puis, j'avais un certain background avec super physique aux tractions et aux dips et aussi aux squats. Je faisais du front squat et donc, je me suis tourné vers le street lifting qui me convenait beaucoup plus et qui m'attirait aussi plus généralement, voilà. Donc, je dirais que ça fait, allez, 3-4 ans, ouais 3 ans, 3 bonnes années que je fais du street lifting et donc je suis athlète en moins de 104 kilogrammes. Je fais 95 kilogrammes pour 1,88 m et mes performances actuelles, à l'entraînement, j'ai 112,5 au squat, au dip, j'ai 105 kilogrammes, traction 65 et muscle up, 5 kilogrammes, 5 misérables kilos. Et donc, voilà un peu ma présentation. Je sais pas si tu voulais poser d'autres questions. Là, globalement, c'est vraiment pas mal, hein. Ça nous montre un peu ton parcours de la musculation au stick. Et c'est clair que je pense que tu en décris pas mal et je pense que j'ai pas encore écouté votre dernier épisode sur les renforts. Mais est-ce que tu penses que voilà, ça t'a servi dans ton arrivée en street workout et est-ce que tu penses que qu'il y a un background de musculation ou la pratique de la musculation est fondamentale pour performer en street lifting? Image. On a pas eu Marco qui est passé sous un tunnel statique. Toi, un tunnel est passé au-dessus de son domicile. Donc on espère que ça va. Je vais répondre pour lui, hein, s'il faut. On espère. Absolument. Il va falloir revenir dans l'appel. Vas-y, tu peux attaquer la question puisque je pense qu'on aura plus ou moins la même réponse, hein. Attends, je me suis perdu. C'était quoi la question du coup? On parle de... Est-ce qu'un background de musculation est oui, fondamental, ok. nécessaire et utile pour performer en street lifting? Ok, je le capte. La réponse, mesdames, messieurs, on a parlé maintes et maintes fois dans le podcast. La réponse est plutôt oui. Parce que la force qu'on peut produire, c'est la fonction de notre masse musculaire fois nos adaptations techniques chez un mouvement, si on résume. Et en fait, en conséquence, on est juste mieux armé pour n'importe quel type de mouvement, typé force, explosivité, grosso modo, si juste on part avec plus de masse musculaire. Et après, les adaptations de force, coordination et autres, elles vont se faire assez rapidement. On va pas les maximiser en très peu de temps, mais on va faire quand même nos meilleurs gains au début, surtout si on part déjà avec une bonne masse musculaire. Donc c'est, j'imagine ce que veut dire Lift Trainer lorsqu'il reviendra connecté sur l'appel sur notre planète. Il me signale que son portable arrête. Donc, on va voir si il rejoint. C'est vrai que pour la petite anecdote, je trouve que rejoindre aussi le club super physique à l'époque, je pense que c'est vraiment un bon move. Parce que dans la musculation francophone, etc., il n'y avait pas beaucoup d'approches méthodiques et le fait que Superphysique ait vraiment incorporé certains objectifs de performance avec des cycles de progression. Ils ont vraiment donné une bonne approche à la musculation, je trouve. Et je pense que pouvoir appliquer ça, avoir pu appliquer ça dans la force par après, ça devait être vraiment pertinent. Je sais pas ce que tu en penses de Superphysique, Morgan. Moi, ça m'a fait rire quand il a dit que
qui avait bossé avec Superphysique. Parce que juste moi, enfin évidemment, je regardais la vidéo à l'époque, parce que ça, à période où je commençais à muscu après 2015. Et ouais, c'est grave rire parce que Rudy Koya désolé si Rudy Koya voit ce contenu, mais je le trouvais juste si gênant avec son sourire niais, regardant, et je captais déjà qu'il était socialement gênant quand il s'exprimait, Rudy Koya. Après, bon, ouais, c'est juste sur la forme. Il faisait quand même du bon contenu parce que même si c'était pas vraiment Evidence Days, c'était déjà une première approche de réflexion, de mise en place de certains principes d'entraînement, chercher à faire un truc cohérent en prenant de l'expérience par-ci par-là, des concepts mécanistes, anatomiques, peut-être. Donc je pense que ça restait une bonne banque de données, surtout que le game était à cette époque-là vraiment pauvre en francophone. C'est encore un peu le cas parce que les sujets qui sont débattus dans le game de la musculation francophone sont encore pas du tout pertinents. Voilà, comparé à ce qu'on aborde et ce qui est discuté dans des podcasts chez YouTube et autres américaines, c'est-à-dire si on essaie de comparer ça, genre Jeff Nippard, il est tellement beaucoup plus pertinent pour des débutants en musculation que à n'importe quel youtubeur muscu. Tiens, on va prendre haute musculation, des trucs comme ça. Rudy Koya ou autre, ça reste du bon contenu. Je veux dire, quand on a que ça, c'est vraiment déjà mieux que rien plutôt que de découvrir tout à l'aveugle. On peut faire gagner du temps parce que leur partage d'expérience est quand même une valeur, mais je recommande même à nos auditeurs de pas chercher des références dans le game francophone. C'est de mieux en mieux, ou de moins en moins pire, notamment parce que c'est juste des thématiques discutées dans le game américain qui maintenant ont migré vers le game francophone. Mais quand même, je trouve pas du super fond. Ouais. Toi, Alexandre, ce que t'en penses du contenu muscu francophone? Ne nous écoutez pas alors. Ouais, je te rejoins assez bien. Je te rejoins assez bien. Par contre, je trouve que voilà, c'est vrai que moi, je l'ai quand même conseillé en étant un peu plus jeune et je trouve que ça a apporté beaucoup de choses, notamment le bas super physique. Après, en dehors de lui, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de beaucoup de sources sur francophone. Et c'est clair qu'une fois qu'on a goûté un peu à ce qui se faisait, du contenu du côté plus anglophone, Stronger Bass and Jeff Nippard, etc., les ressources qu'on en a déjà parlé, pour longtemps, ben, ça permet de nous éclaircir quand même. Maintenant, je pense que le niveau en francophone augmente quand même pas mal, surtout dans le milieu de la force. Je pense un peu aux champions qu'on peut observer, qui commencent à partager leurs entraînements, du contenu sur les réseaux. C'est pas pour rien que le niveau est quand même assez grand, donc leur approche est quand même pertinente et ça peut vraiment valoir la peine d'écouter. Voilà, surtout dans le milieu de la force, je trouve qu'il commence quand même à avoir du bon contenu et par exemple Marco, grâce à Lift Talk, qui commence à partager vraiment pas mal de là-dessus. Marco, ouais, je sais pas si tu sais pas, une de super physique, de musculation était utile et nécessaire pour performer en street lifting. Ah ouais, ça c'est une super question. Oui, il m'a été grandement utile pour acquérir les bases de la musculation, ça c'est clair et net. Il a été utile en termes de connaissances, mais aussi en termes de développement physique, euh, parce que on pourrait aussi en parler, mais des gens qui débutent la force sans être construits musculairement. Et moi, ça m'a donné pas mal d'atouts à ce niveau-là, étant donné que j'étais assez équilibré. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je suis assez préservé malgré mon vieil âge. Pour le grand âge. Mon grand âge, voilà, c'est ça. Et non, ça a été utile. Alors, est-ce que après, si j'avais, par exemple, été dans une autre communauté avec d'autres informations, enfin, oui, peut-être que ça aurait pas changé grand-chose. Parce que bon, avec toutes ces années super physiques, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait des erreurs que j'aurais sûrement reproduites avec d'autres méthodologies. Donc, OK. Et est-ce que parce que moi je trouve que t'as l'air de bien faire ton boulot, bien que tous les athlètes que tu coaches, que tu fais progresser. Est-ce que tu prends des informations du côté anglophone ou alors est-ce que tu restes exclusivement dans le milieu francophone?
et que tu arrives à avoir des bonnes sources d'informations dans le domaine de la force, en plus que de la musculation que tu as pu t'as pu apprendre avec le Superphysique? Alors là, Je veux dire, je vais te faire une réponse peut-être à laquelle tu t'attends pas, mais je regarde rien de ce qui se fait en force, parce que, en streetlifting, il y a rien qui est fait. Donc déjà en gros, enfin tout c'est ce que je disais, j'ai été interviewé dans un podcast là, entrepreneuriat, chez Noah et c'est ce que je disais en fait en streetlifting, j'étais le premier francophone, à démocratiser les connaissances, de spécialisation streetlifting, hein, je parle. Il y avait d'autres personnes, qui faisaient du street workout, qui avaient commencé à dire des choses sur le streetlifting. Tout ça pour dire que, il n'existe rien, il n'existe pas grand-chose même encore à l'heure actuelle et en termes de force, oui, je me suis inspiré de ce qui se faisait en powerlifting, mais j'ai vite vu aussi que ça avait ses limites et que c'était peu transposable finalement, heu, avec le street, lifting où il y a 3 exemples quand même qui mobilisent le poids du corps et que c'est effectivement, il y a que le squat qui est, exactement pareil qu'en power, quoi. Donc en fait, si tu veux, pour, synthétiser ce que je dis, c'est que, j'apprends aussi j'ai appris, sur le terrain beaucoup et je suis pas un fanat, de sciences, de l'entraînement et cetera. Je suis plutôt un homme de terrain, heu, où, j'analyse les choses sur moi, bien évidemment, mais aussi et surtout sur les autres et j'en tire, on va dire des conclusions et aussi, j'affine avec ça ma méthodologie au fur et à mesure du temps. Ah bah, franchement, ouais, c'est vrai que c'est surprenant parce que j'ai vraiment l'impression que tu respectes plein de beaux principes, que ton approche est assez, scientifique et voilà, moi, j'ai l'impression vraiment que tu consultais pas mal de coachs, de littérature, éventuellement, hors, la France et cetera et entendre que tu développes plus ça par ton approche perso et ton expérience, je trouve ça vraiment, vraiment fou, quoi. Ah ouais? Ouais, bah, après c'est clair, hein, c'est sur le terrain que finalement que tu te rends compte que les choses fonctionnent et fonctionnent pas, quoi, donc Ouais. parce que ouais, je pense qu'on peut en revenir là-dessus, mais traîneur, tu quand même un sacré, roster, quoi, entre, tes athlètes qui, sont dans ta team et les personnes que tu coaches. Je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu veux dire en termes de personnes que je coach? Les 2, tu vois? Ceux qui sont dans ta team, on va peut-être parler un peu de Geek Trainer en général et de ceux que tu coaches aussi parce que, ouais, il y a une distinction là, mais on pourrait croire que justement, moi, je Ouais. pensais que c'était, un petit peu ça, donc peut-être que ça Bah, va c'est éclairer. je crée volontairement la confusion. Non, je rigole. Ben, on va savoir ce sur la vérité là. Non, je La vérité plaisante. sur Geek Trainer, le Tudy Podcast. En fait, il y a vraiment l'entité lead trainer qui est l'entité coaching, où là, par exemple, les personnes que je republie, c'est, essentiellement, bah, c'est que quasiment des gens que je coach et après il y a l'entité team, lead trainer, donc qui est l'équipe, compétitrice, professionnelle, street lifting, où là, il y a des athlètes dans l'eau que je dans la majorité des athlètes, je ne les coache pas et donc voilà et puis pour ceux que je coach, j'ai de tous les niveaux, des niveaux, complets débutants à des niveaux international. OK, OK et la team, donc ouais, c'est tu coaches un peu tout le monde et la team League Trainer, c'est quoi en soi? Si tu sais nous en dire un peu plus aussi sur, ton Ouais. équipe et tes ambitions avec, la team? Bah, en fait, l'idée c'était, de créer une team, professionnelle spécialisée en streetlifting, car n'en déplaise à certains, en fait, on est la première team pro spécialiste streetlifting. Là, il y avait la SWAT team qui était, plutôt généraliste, calisthénie en règle générale, étant donné que, à une époque, quasiment de la moitié de leur athlètes étaient à 7 N reps ou, dans le statique, des choses comme ça
Et puis, il y a la FSP qui est spécialisée du coup en streetlifting, mais qui est plutôt un regroupement d'athlètes qui n'est pas professionnel. Nous, on fait signer des contrats. Il y a des contrats qu'engagent les athlètes avec le manager. Et ça n'existait pas jusqu'à présent. L'idée, c'était aussi de pas concurrencer, je dirais pas jusqu'à là, la SWAT team, mais d'être voilà, se positionner un peu comme la nouvelle team, la nouvelle génération du streetlifting. Et peut-être aussi que les gens auront plus de facilité à s'identifier à nos athlètes que la SWAT team, qui a des top athlètes, voilà, avec des perfs extraordinaires. Et, c'était plus pour voilà, miser sur des athlètes enfin, avec un fort potentiel, les faire évoluer au sein de cette team. Et forcément, cette team rayonne sur l'X Trainer, l'entité coaching. Ok, ok. Et pour ceux qui veulent en savoir plus un petit peu, comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement rejoindre ta team ou est-ce que tu as des critères ou tu évalues plus le potentiel, le fait qu'ils puissent voilà, performer? Alors là, actuellement, la team, elle est complète pour l'année 2023. On est 12 athlètes. Il y a 2 femmes et 10 hommes. Et comme je l'ai dit précédemment, Velt est au complet, enfin, on est au complet et que c'est que la majorité, c'est que des gens que je connais personnellement. Enfin, je connais tous personnellement. Et on va dire que pour l'année 2024, les prérequis, ça sera un niveau national pour intégrer la team, si c'est ça vraiment la question de fond que tu avais initialement. Voilà, c'est ça, hein, c'est nickel, ça nous en dit un petit peu plus. Morgane, est-ce que tu as une question à poser à Marco avant que j'attaque d'autres questions? Non. Oui, alors, Marco, donc on t'a demandé de te présenter, tu nous as expliqué un peu ton background. Là, quels sont tes propres objectifs en entraînement? Est-ce que toi-même tu t'entraînes, je veux dire en streetlifting pour performer en streetlifting, ou est-ce que tu as une pratique un peu différente de ce que tu enseignnes entre guillemets à tes coachés? Si la Alors, question est claire. C'est-à-dire par exemple, oui. alors maintenant, je prends plus de clients, je suis entièrement dans la nutrition, je veux dire plus de clients en entraînement. Mais il y avait une période où j'avais des clients en calisthénie, mais moi, j'étais dans une période full bodybuilding, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique actuelle? Alors, moi, ma pratique actuelle, c'est toujours dans un objectif de performance, même si je suis complètement réaliste et je sais que voilà, j'ai pas une marge de progression incroyable par rapport à mon âge notamment. Mais justement, l'idée aussi, c'est de démontrer que même atteint un certain âge, on peut continuer à progresser. J'espère aussi que avec l'extension de notre sport, il y aura des catégories d'âge, comme ça se fait en powerlifting. Et là, je pourrais montrer de quel bois je me chauffe réellement avec des concurrents enfin, à armes égales. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, ouais, c'est pour performer en streetlifting. J'essaye aussi d'appliquer bah, ce que j'enseigne et puis aussi d'être faire partie parce que je suis manager de la team Life Trainer, mais aussi athlète et d'être dans un environnement comme ça me pousse forcément à montrer l'exemple et à sortir de ma zone de confort. Donc, c'est hyper cool. Ok. Bon, allez. Tu décrirais comment, allez, si tu avais allez, une spécialité allez, dans ton coaching, peut-être une approche que tu penses que tu utilises et que tu vois un peu moins ailleurs, quoi, une approche dans la force. Voilà, si tu avais une petite particularité, un petit tips que tu penses qui est la clé dans tes programmes, voilà, si tu veux nous en partager ou alors partager un principe général que tu appliques assez ardemment. Alors comme ça, te dire un seul tips, j'aurais beaucoup de mal. Après, je vais te dire 2 choses. La première, c'est que j'ai une expérience qui est assez importante et du coup, je sais m'adapter au niveau auquel j'ai affaire. C'est-à-dire que
alors ça, c'est un sujet, je vais dériver un peu, mais il y a beaucoup d'athlètes, de top athlètes qui coachent, qui n'ont pas le recul nécessaire et qui ne savent pas réellement, faire face à des gens, lambda. Et ça, c'est une de mes forces, si je pouvais en dire une. Et l'aspect aussi, avec l'expérience, forcément, analyse des données en temps réel et en gros, adaptation, heu, que je pense que certains coachs, ne savent pas faire ou pas assez bien faire. Et puis aussi, l'aspect humain, que je trouve hyper important. Forcément, ça je suis coach. On garde quand même une certaine distance avec les personnes qu'on suit, mais je trouve ça hyper important d'avoir une dimension humaine, dans mes suivis aussi. Bon, franchement, c'est top, quoi. Bah, c'est rien que le fait de mentionner cette adaptation-là, parce que je vois où tu veux en venir avec, voilà, des athlètes qui ont des grosses pertes. Bah, fais comme moi, ça va marcher sur toi. Pas toujours. Ouais, c'est là aussi, bah, où je trouve que tu as une approche peut-être un peu plus scientifique. C'est parce qu'en général, bah, voilà, on essaie d'appliquer des principes qui marchent sur une majorité de la population, quoi. Et quand tu fais ça, et puis qu'en plus tu mets du côté humain et que tu te rends compte que, voilà, que la personne a certaines contraintes, bah, voilà, c'est bénéf, je pense, hein, pour faire progresser quelqu'un. Ouais. Nickel. Est-ce que, du coup, tu dirais, parce que tu nous as dit qu'en termes d'expérience, donc il y avait de la musculation depuis un moment, mais que tu avais certainement pas la meilleure génétique ever pour bien performer, en streetlifting avec, voilà, des longs segments, en mode, bras d'orang-outan. Est-ce que tu penses que, du coup, le fait que tu aies pas une génétique phénoménale t'aide à coacher des gens qui ne sont pas des extraterrestres du streetlifting? Que tu dirais ça? À 100. Ouais. Bah, je pense qu'on te rejoint assez bien. Enfin, après, je sais pas si on peut se plaindre de notre génétique aussi, mais je pense que parfois on peut voir les gens très doués, et c'est clair que quand tu galères pour apprendre quelque chose, ben voilà, t'as tellement galéré que finalement tu te conseilles super bien pour ça, je pense. Mmh. Ouais. OK, bah, on te reconnaît là-dedans aussi, Alexandre et moi. Bon, évidemment, on n'est pas Maxi à plaindre non plus, c'est-à-dire, je suis bien souple, j'ai des bonnes jambes, mais j'ai pas les épaules pour plancher, j'ai pas une taille pour plancher. Alexandre, tu veux te plaindre de quoi, toi? C'est le moment d'être larmoyant. Moi, j'ai des longues jambes. J'arrive pas en OK. planche et des petits biceps. OK, très Ouais. bien. Des biceps prônes à se déchirer, quoi. Non, bah, Excellent. voilà, il y a toujours des trucs, parce qu'après on se plaint toujours, et finalement, voilà, ça sert à rien. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de trouver des solutions, quoi. Et on est là pour ça, quoi. On faut juste, faut être plus prudent dans ses approches et plus méthodique, mais il y a toujours des solutions, je pense, et c'est pour ça qu'on est coach. On est là pour trouver des solutions, je pense. C'est exactement ça. Je vais te poser, ouais, peut-être avant d'aborder, autre chose, ouais, pour, les 4 mouvements de streetlifting, est-ce que tu aurais un conseil, à donner? Pour le muscle up, traction, dips et squat. Est-ce que tu penses un conseil qui s'appliquerait, voilà, que tu retiens de ton expérience et que tu penses qu'il pourrait directement bénéficier, à un auditeur et qui nous écoute, en sortant du podcast, quoi? Il va aller à sa prochaine séance, boum, il applique un conseil de Marco, peut-être qu'il l'applique déjà sur les 4 mouvements. Même c'est toujours un point d'individualisation. Tu veux que je te donne un conseil par mouvement? Ouais, Alors, on va commencer par le début. Le muscle up, je trouve plus important, c'est, travailler avec les standards de compétition, avec la bonne forme et ne pas aller trop vite en besogne, vouloir, se délester, commencer si nécessaire avec l'élastique, pour, acquérir une, technique, efficiente. Ça serait pour le muscle up. Pour les tractions, je dirais, le facteur temps, il est hyper important pour, ce mouvement-là, pour tous les autres aussi, mais c'est un mouvement, je trouve qui est, c'est assez dur de progresser. Bon, c'est moins dur que les muscle up, mais soyez patient, heu, pour les tractions.
et optimiser aussi votre composition corporelle pour vraiment performer. Sur les dips, intégrer absolument des dips posés ou des dips tempo avec pause. Ça, c'est vraiment un passage obligé. Même les top athlètes, c'est ce qu'ils font, hein. Oui, Donc je sais. voilà, ça fonctionne bien. Et sur le squat, ne négligez absolument pas le game changer. Le game changer, excusez-moi, pour le squat, c'est le bracing. Travaillez votre bracing. Voilà. Ouais, c'était carré. C'est la base, mais c'est carré. Donc, ouais, c'est bien, franchement. Nickel, nickel. Si tu avais un exercice accessoire sur chaque mouvement. Du coup, bah, sur les muscle-up, je dirais, allez, muscle-up avec Dick Stop pour acquérir un bon timing. Alors ça, ça peut être vraiment pas mal. Sur les tractions, Ça peut être une variation ou un autre exercice d'hypertrophie, ah OK, abdominoplastique, plutôt, mais voilà, mais une variation, c'est bien aussi. Une variation, comme tu disais, c'est cool. OK. Bah, sur les tractions, du coup, je vais te dire un exercice, d'assistance, du coup, qui me semble indispensable, c'est, des tirages, horizontaux, plutôt. Négligez pas ça, le renfort, hein, aussi, des bras, des avant-bras. D'ailleurs, ce que je mets quasiment systématiquement, c'est, des renforts, avant-bras, flexion, extension, rotation, enfin, c'est hyper important. Et sur les dips, bah, des dips posés, ça, c'est ma petite spéciale. J'adore ça. Et sur le squat, je dirais, les fentes bulgares. Ah ouais, intéressant, c'est intéressant. Ah, c'est chouette. Morgan, Très il bien. valide, je crois. Je crois qu'il valide les fentes. Bah, je valide les fonds de Bulgare. Alors, les fonds de Bulgare, c'est une des raisons pour laquelle j'ai changé de salle. Enfin, je m'entraîne encore en Fitness Park, mais j'ai pris un abonnement chez Honor en plus parce que chez Fitness Park, les haltères s'arrêtaient à 40 kilos, alors Ouais. que à Honor, ça va jusqu'à 60. Donc, j'étais capé en fait en fonds de Bulgare en série de 15 à Fitness Park. Donc, j'ai bougé à Honor et ouais, je valide totalement les fonds de Bulgare parce que mouvement unilatéral, donc potentiellement qui réduirait des asymétries gauche-droite. Très bonne amplitude, très bon étirement sur le grand fessier. Facile de mise en place. Très dur mentalement, par contre. Ah oui. Mais sinon, exercice plutôt recommandable en matière de tension d'étirement, de facilité de mise en place, de surchargeabilité, si ce terme existe. Donc ouais, Fond de Bulgare, vraiment, c'est un gros oui, hein. Je valide. Nice, nice. Bah, Morgane, est-ce que tu as encore une question à poser? Sinon, on peut aller sur d'autres questions en plus, projet, etc. Pour l'entraînement. Nutrition. Alors, c'est pas le thème, mais Lift to Trainer, tu vas capter pourquoi je dis ça. Quand tu suis des athlètes, du coup, qui vont en compétition, qui sont donc dans leur catégorie de poids, est-ce que tu t'occupes avec eux de leur, s'ils font un watercut, de leur watercut, ou du moins de toute leur stratégie pour arriver au poids les dernières semaines, ou est-ce que tu les laisses en autonomie là-dessus? Non, non, c'est quelque chose qui fait partie de la prestation, tout ce qui est, suivi du poids, gestion du poids. Et donc voilà, plan alimentaire, adapté et puis, ouais, suivi de l'évolution. Mais tu parlais de water cut, les water cuts, c'est vrai que j'évite un maximum, heu et les water cuts, on va dire, je prends pas la responsabilité des water cuts. Je propose pas de protocole de water cut. Par contre, ouais, je fais bien gaffe, sur le déficit, par exemple, si l'athlète est un peu trop en poids pour qu'il rentre bien dans sa caté et pour, voilà, qu'ils se prennent pas la tête avec un water cut, ça serait, pas mal, quoi. Donc ouais, ouais, c'est quelque chose, sur lequel je travaille avec mes collaborateurs. Ok, excellent, très cool. Donc, List Trainers, comment est-ce que tu décrirais un petit peu, voilà, ta vision du street lifting, tes projets pour à la fois le Lift Trainer et le futur du street lifting? Parce que je pense que là, on voit que tu es en pleine effervescence,
par rapport aux autres, quoi, que tu professionnalises une team, que voilà, que t'as créé, je pense que c'est toi qui gères la SNSL Grand Ouest, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on voit que tu prends vraiment les devants dans le sport. C'était Lifting France, le podcast, premier podcast de street lifting. Donc là, tu t'envoies la patate sur la discipline. Comment tu vois les choses pour la suite et est-ce que tu as d'autres projets dans cette pour évoluer le sport? Ouais, alors j'ai plein d'autres projets qui vont voir le jour et ouais, comme je te disais en off tout à l'heure, ce qui va vraiment, enfin, je vais mettre vachement le focus sur YouTube à partir de cet été. Là, je lançais vraiment mon activité. Ce que j'ai pas dit, c'est en fait, j'ai réellement lancé mon activité en juillet 2023, le 20 juillet pour être exact. Et en fait, j'ai commencé à bosser à Basic Fit le 15 août. Et en fait, en gros, c'était un peu une béquille, une façon pour moi voilà, de financièrement, voilà, pouvoir me permettre de lancer mes projets. Et au fur et à mesure, j'ai délaissé petit à petit Basic Fit pour complètement arrêter. Et donc, forcément, où je pouvais venir parce que les coachings en présentiel, ça prend vachement de temps et d'énergie. Et du coup, là, vraiment mettre la patate sur les réseaux en termes de création de contenu. Et pour Each Trainer, vraiment toujours garder ce leadership dans le street lifting. Et on va dire ce qui peut m'aider, ce qui est un frein en tant qu'athlète est un atout en tant qu'entrepreneur, c'est mon âge. C'est que souvent on a affaire dans le street lifting à des très jeunes, même les gens qui sont coachs sont plutôt jeunes. Et on va dire que mon parcours professionnel me permet d'avoir des compétences qui me servent actuellement pour développer mon business. Et l'objectif, c'est d'être le leader et dans le coaching en street lifting. Et comme tu l'as dit, Alex, d'être acteur aussi du sport et contribuer à son développement. Nice, ouais, Alors, moi, j'aimerais savoir du coup, quel est ton background en question? Tu nous as dit que tu as commencé la muscu, bon, il y a très longtemps, mais assez sérieusement avec Superphysique 2013-2014. Qu'est-ce que tu as fait professionnellement cette dernière décennie? Bah, du coup, moi, j'ai fait pas mal de boulot. Donc, mon dernier boulot salarié n'avait strictement rien à voir avec le sport. J'étais responsable d'une équipe d'agents de sécurité sur un site bancaire, donc strictement rien à voir. Et avant ça, bah, j'ai fait pas mal de ventes aussi. Donc, j'ai fait de la vente en prêt-à-porter, dans la vente aussi alimentaire, etc. Et ça m'a permis déjà d'avoir un bon, comment dire, un bon rapport client, euh, savoir se vendre. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux coachs dans le fitness, mais dans la force, puis aussi dans le street lifting. Tu peux être un super bon coach si t'es pas un bon vendeur, un bon marketeur, c'est zéro, ça vaut zéro. Et ça, c'est une compétence aussi qui est hyper importante. Et donc, je l'ai acquérie par ces jobs-là et puis aussi par mon entourage. J'ai mon meilleur ami qui est aussi là, qui est aussi vachement là-dedans, dans le marketing. Donc, durant toutes ces années, on va dire, je me suis un peu formé, moi, en tant qu'autodidacte là-dedans. J'ai préparé aussi en amont un peu ma feuille de match en tant qu'entrepreneur. Voilà ma roadmap, point par point. Et ça a été le plus gros travail. En fait, c'était la réflexion pour la mise en place du projet. Et maintenant que j'y suis, bah, il y a d'autres choses qui se greffent à ça, mais en gros, c'est un projet qui était mûrement réfléchi et que je prépare depuis des années, finalement. Ah, OK. J'ai capté. très inspirant. Là, ça annonce du lourd pour la suite. C'est vrai que c'est bien J'espère. d'avoir préparé. Ah, j'ai une question que j'ai oublié de te poser.
quand je suis venu sur ton podcast, tu m'avais demandé est-ce qu'il y avait est-ce que vous pensez qu'il y a que la calisthénie voilà, un transfert un peu vers le streetlifting et moi je voulais juste poser un peu une question comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un exercice, le même en fait, est-ce que tu penses qu'il y a un exercice de calisthénie qui serait intéressant à intégrer en streetlifting? Oui, enfin, alors attends, un exercice de calisthénie, donc plutôt tu me parles plutôt de figure statique là en gros? Bah, par exemple, peut-être Ah allez, un truc qui sort tu vois, peut-être un handstand push-ups, des pike push-ups, peut-être un exercice soit statique, soit même un front lever ou des ice cream ou voilà, c'est un exercice d'un dragon flag, je sais pas, par exemple, tu vois. alors, moi j'ai eu pas mal de retours d'athlètes comme quoi le handstand push-up avait un bon transfert sur les dips, forcément. Après les autres exercices, dans une prog, street lifting, je les intégrerai pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus pertinent, que ça. C'est pas les mêmes objectifs. Mhm. Est-ce que tu coaches des athlètes qui ont des objectifs en statique et qui veulent aussi et qui font de la compétition de streetlifting? Pas Ou du alors tout. est-ce que tu leur dis non, c'est mort, ou alors ils viennent pas vers toi déjà avec cette Ils phrase? viennent pas vers moi. Ouais, OK. je coach, je coach en fait, les 2/3, plus des 2/3 de ma clientèle sont des athlètes de streetlifting pur et dur. Et puis après, le reste, c'est des powerlifting ou des, athlètes hybrides, qui font les 2 disciplines. Et OK, OK. puis, j'ai peu de gens, mais j'en ai deux trois qui font aussi un peu de cette élève. OK, ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même. OK, donc intéressant. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Alors ça, c'est la question, heu, Quelque chose que tu avais envie de partager aujourd'hui, ou partager à nos auditeurs, en général? ouais, tiens, un petit, sujet là que je parlais et c'est un truc, c'est assez récurrent. Ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait sur les top athlètes et cetera. C'est que, il y a un phénomène que je constate là en ce moment, c'est que tout le monde veut faire, les France FNSL. C'est comme en power, tous les mecs, tu leur poses la question: «C'est quoi ton objectif?» C'est faire les championnats de France de power. Heu et en fait, alors là, je vais peut-être, pas me faire de potes là, mais c'est comme mon disait en off aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont ce souhait, d'aller en gros à haut niveau, national, mais très peu y arriveront. Et c'est en fait, je l'explique comment? Parce que ça, tu le vois pas dans d'autres sports. Je sais pas, en athlétisme, tu te dis pas au bout d'un an d'athlétisme, «Bon, bah, l'année prochaine, je vais faire les championnats de France». Ça existe pas. Et en fait, c'est parce que ce sont des sports émergents, surtout le streetlifting, et que jusqu'à présent, il a été un peu très accessible, à des niveaux, qui étaient, même, peu compétitifs. Mais, c'est quelque chose qui va tellement vite que là, par exemple, cette année, si tu as pas 400 minimum, même en moins de 66, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud de se qualifier. Dans les KT, moins de 80, moins de 87, moins de 94, un total à 400, ça ne suffira pas. Je pense même pas que ça suffira, sachant qu'un total à 400, pour ceux qui nous écoutent, c'est un très bon total. C'est un total qui est très solide, qui commence à être très solide. Et déjà, ce total-là, tu l'atteindras pas en un an, à part si, tu as un gros passif sportif, tu viens d'un sport qui a peut-être des similarités avec les sports de force, et cetera, où tu vas progresser très, très, très vite et puis ou que tu es très, très doué. Mais, faut savoir que ça va mettre des années à atteindre un niveau comme ça. Surtout, comme je le disais, si toi, tu commences avec le street lifting, si genre tu as pas fait de muscu avant ou des choses comme ça,
c'est pas un niveau que tu atteindras en 1 an. C'est quasi impossible et donc du coup, ce que je dirais, parce que là, on voit peut-être pas trop où je veux en venir, c'est que ça va demander du temps et de l'investissement pour atteindre un niveau compétitif. Et donc ça, c'est un peu l'erreur que font beaucoup, c'est de croire que c'est ultra accessible et qu'en 1 an, ça va se faire, désolé les gars, mais non, en fait. Ah ouais, Voilà. je te rejoins vraiment bien là-dessus. C'est vrai qu'on a vite des attentes un peu trop importantes parce que je pense que tout le monde a explosé dans ce sport dans des temps très courts, mais justement, le sport est vraiment en évolution énorme et surtout en France, hein, là, par exemple, là, tu parlais à la FNSL, je crois que c'est un peu ce qui se fait, ça, c'est un niveau presque mondial, quoi, par rapport à certains pays. Moi, tu vois, par exemple, j'avais la chance d'être en Belgique, donc, avec 300 de total, tu pouvais dire de faire les championnats de Belgique. Bon, tu les gagnes pas, mais tu pouvais y participer, quoi. Donc ça représenterait peut-être plus une compétition, locale ou une sous-branche par rapport à la FNSL qui est là, quoi. Même si le niveau, voilà, en Belgique va quand même augmenter aussi à chaque fois, mais dans tous les pays de toute façon. Et je pense que là où je vais te rejoindre aussi, c'est que maintenant, ouais, il va falloir vraiment s'investir. Il va falloir prendre le temps, si si on n'a pas assez de masse musculaire, de construire sa masse musculaire en 2, 3 ans s'il faut. Puis seulement se spécialiser par après, quoi, et être dans les bonnes catégories, quoi. Vraiment, il va falloir être patient, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Patience. Ouais. Ça, j'en profite aussi pour rebondir sur une question que je voulais te poser aussi. C'est un débutant qui a envie de faire du streetletting, mais qui a pas encore la capacité de se lester, par exemple, qui ne sait pas encore faire les 5 tractions poids de corps. Comment est-ce que tu envisagerais les choses pour lui? Bah, Comment est-ce que tu m'encouragerais à participer en streetletting? c'est comme tu l'as dit, je pense que, j'intégrerai dans tous les cas des exercices, de compétition avec des variations, notamment délestées et puis je ferai un gros focus, un gros travail sur des exercices d'isolation assez proches finalement, je pense, bah, notamment au tirage, vertical, qui se rapprocherait pas mal d'une traction et travailler là-dessus, essayer de le faire progresser là-dessus pour que ça soit transposable. Et voilà un peu comment je ferais. Il y aurait une part moins importante des mouvements de compétition et plus important, des mouvements de renforcement, et d'assistance, quoi. Merci, ça fait bien sens. Bah, ça parce que, c'est vrai qu'il y a une grosse partie, enfin de notre audience et voilà, des gens en général, qui ont finalement pas ce niveau-là même d'être bons, jusqu'au poids de corps et puis quand on peut voir, toutes les personnes qui ont des niveaux nationaux, des totaux à 300, 400, en streetlifting, on peut vite, perdre un peu, ouais, voilà la tête et les se comparer à ça et ça peut être bien aussi de se dire il y a quand même une majorité de personnes qui ont déjà du mal à faire 5 tractions et qui veulent quand même faire du streetlifting, mais leur montrer que c'est possible, je pense que c'est Ah important. ouais, en fait et c'est là aussi ta qualité de coach, enfin, elle va intervenir. C'est, le fait de pouvoir s'adapter au public que tu en face de toi et tu vois, même moi à Basic Fit, bah, je travaillais avec des gens, qui aimaient bien ce que je faisais, par exemple, sur les réseaux et qui, de base, n'étaient pas forcément dans le street-lifting ou quoi et je leur intégrais, des choses comme ça pour les initier comme ça, petit à petit, et pas, avec des objectifs de fou et pas, non plus, par exemple, avec des exigences, au niveau des exécutions, de compétition et cetera. En fait, faut adapter. Et puis, pour rejoindre ce que je disais avant, c'est que tout le monde veut faire de la compétition, mais on peut très bien faire du street lifting loisir, sans pour autant, vouloir atteindre des niveaux, stratosphériques, quoi. Parfait. Merci, en tout cas pour, cet échange, ce podcast. Voilà, j'espère qu'on a abordé tous les sujets, cool abordés, que les auditeurs ont appris des choses, qu'ils vont pouvoir appliquer à leur entraînement et cetera et que tu as pris plaisir à venir, sur le Calisthenics Science Podcast. Bah, vraiment, ouais. Bah, merci beaucoup les gars de votre invitation. Pas de galère.
Merci à toi d'être venu. Merci à toi. Merci, salut.